Et je vais appeler à nous rejoindre Monsieur Mondorazzelli, le directeur général de l'UIB. Mondorazzelli, qui nous rejoint. En toute élégance, comme d'habitude. Monsieur Mahdi Mahjoub, le directeur général de Kia Tunisie. Les SUV Kia intègrent tellement de nouvelles technologies, vous pourrez nous en parler un peu aussi. Le plus sportage des panélistes. Et puis, et pas des moindres, Monsieur Chiheb Ben Ahmed, le directeur général de Poulina Group Holding. Alors, vous allez remarquer qu'il y a une chaise qui est vide. Monsieur Mesbeh Ahleli n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. On espère pouvoir l'avoir peut-être vers la fin du forum. Allez, on va s'installer et démarrer ce débat, cette discussion, en espérant bien sûr après pouvoir vous donner la parole dans la salle. Donc s'il vous plaît, préparez les micros dans la salle, comme ça on pourra prendre dans les 5-10 minutes de questions-réponses avec nos panélistes. Alors, je vais commencer par m'adresser à Monsieur Mahdi Mahjoub, directeur général de Kia Tunisie. Déjà un premier mot par rapport à la priorité de la transformation digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà une opération en cours? Est-ce que c'est une réflexion? À quel stade sommes-nous exactement? Et merci de m'envoyer un autre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc aujourd'hui, la transformation digitale dans l'entreprise, à mon avis, elle est plus qu'indispensable et plus qu'urgente, parce que justement le comportement du consommateur a parfaitement changé. Le consommateur a besoin d'avoir l'information très rapidement, et là où il est, chez lui, au bureau, donc il ne voudrait plus se déplacer pour avoir l'information. Donc il y a une transformation dans le besoin, dans le comportement. Et donc aujourd'hui, le téléphone il est connecté, l'ordinateur il est connecté. Donc même l'information avant, donc le client ou bien le consommateur, il attendait l'information, par exemple le journal de 20 heures, il attendait le journal de demain. Aujourd'hui, il est assoiffé d'avoir l'information et donc il est toujours à la recherche de l'information, et c'est ce comportement-là qui nous a poussé à penser à suivre cette évolution-là, évolution du besoin. Et à partir de là, donc même les canaux de communication dans l'entreprise ont changé, même les médias, les journaux ont disparu quasiment, hein, ils sont des journaux électroniques. Les radios restent, ça va, c'est bon. Les radios restent, mais même les radios, ils ont leur page Facebook et communiquent autrement. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est un impératif de suivre cette demande et cette évolution rapide, et un besoin d'information. Le client, par exemple, pour la voiture, pour l'exemple des voitures, aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer le showroom chez le client. Donc le client ne vient plus chez vous pour choisir sa voiture, ou bien pour faire un comparatif, ou pour faire une configuration de la voiture, ou choisir la couleur, demander un devis, demander le financement. Tout ça se fait aujourd'hui à distance. Le client il est chez lui, il est dans son bureau, et donc ça facilite amplement la relation entre le client et les fournisseurs. Et donc à mon avis, tout ce qui est service et relations commerciales passe impérativement aujourd'hui si on veut performer par la transformation digitale. Monsieur Mahjoub, ceci ne signalerait-il pas quand même le retard qu'on a occasionné? Parce que si on est en train de réagir aux besoins du client, c'est que quelque part, on n'a pas été là avant qu'il ne signale ce besoin-là. C'est-à-dire la technologie est bien quand elle arrive à créer des besoins, mais là je crois que le besoin est déjà là, le consommateur a presque précédé les entreprises. Certainement, même aujourd'hui on est en retard. La prise de conscience
Par exemple, le canal de communication de Facebook, c'était avant, quand il a été créé, c'était peut-être pour créer des relations, des amitiés, partager des photos, partager des bons moments. Mais là, aujourd'hui, on prend conscience que Facebook est l'un des premiers canaux de communication, que ce soit de promotion ou d'information. C'est la plus rapide et c'est la, comment dire, c'est rapide et contagieuse. Quand on partage une information On va utiliser un terme plus informatique, viral. exact. Et donc, personne ne pensait, je pense, hein, du moins moi, que Facebook allait faire ce phénomène-là de communication. Donc, et aussi, il y a d'autres réseaux comme LinkedIn, comme Twitter, comme les chaînes YouTube aujourd'hui, les clients qui sont avertis donc consultent ces canaux-là pour s'informer. Alors là, on est vraiment dans le digital plutôt front office, donc de communication. Mais on sait que le digital, aujourd'hui, il intègre toutes les strates de l'entreprise. Le digital est là même parfois pour repenser le métier de l'entreprise. Je vais m'adresser à Si Cheheb Ben Ahmed, le directeur général de Poulina Group Holding, parce que je sais parfaitement aujourd'hui que le groupe Poulina aussi, aujourd'hui, évolue à des opérations qui sont dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer toutes ces opérations, il faut absolument qu'il y ait des liens, qu'il y ait des liens forts, qu'il y ait des liens intelligents. Et je crois que le système d'information est là pour remplir cette position de cohérence. Absolument. Donc, de toute façon, Poulina, elle a été créée depuis 1967, donc elle entame son deuxième cinquantenaire. Et je dirais qu'elle était parmi les précurseurs de faire de l'informatique son cheval de bataille. Donc, elle était parmi les premières entreprises tunisiennes à acquérir l'IBM 36. Donc, l'IBM 36 c'était à l'époque les cartes perforées. Donc, le fondateur de Poulina, Abdel Ben Ayed, c'est un mordu des nouvelles technologies, ce qui fait que je trouve que Poulina était toujours en avance, je dirais. Aussi, je dirais que le fait que Poulina est présente dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs industriels, ce qui crée la richesse de Poulina, ce qui crée aussi cette capacité de faire de l'intégration. Donc lorsqu'on parle de l'intégration au niveau industriel, il faut faire de telle sorte que l'outil informatique suive. Donc en termes de système d'information, Poulina, elle a mis en place un système d'information et je dirais qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes capables de faire du reporting quotidien. Donc nous suivons la production, donc tous les ratios de consommation énergétique, la clientèle, le chiffre d'affaires, les ventes, etc., les réclamations clients aussi. Concernant la transformation digitale aussi, il s'agit d'une anecdote. Il se trouve que nous nous sommes lancés dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0 sans nous rendre compte. Au fait, le nouveau-né, l'usine de l'aliment Nutrimix, c'est une usine qui produit 1200 tonnes par jour. Juste à côté, il y avait une usine qui produit aussi la même quantité en termes d'aliments qui est destinée au bétail. Donc, l'usine initiale, elle avait pratiquement dans les 300 ouvriers. La nouvelle usine fait fonctionner uniquement une dizaine d'ouvriers. Donc, avec un tonnage équivalent qui pourrait être bien sûr amélioré. Et cette usine est complètement automatisée, elle est complètement informatisée, elle est complètement robotisée. Donc, nous avons un reporting qui se fait sans aucune intervention humaine. C'est le cas aussi de plusieurs secteurs. Donc, je vois qu'il n'y a pas des socialistes dans la salle, hein, il n'y a pas eu de rumeur, ça va, c'est bon. Il y a aussi le domaine de l'élevage où pratiquement tous les nouveaux centres qui ont été surtout construits après la Révolution, c'est des centres d'élevage qui sont complètement assistés par ordinateur. Donc la conduite d'élevage, c'est l'ordinateur, c'est lui qui pilote toute l'opération de l'élevage. Donc l'aliment, les conditions de vie du poussin,
Donc l'aération, la ventilation, l'humidité, et nous suivons pratiquement donc jour par jour donc l'évolution du poussin jusqu'à ce qu'il passe bien sûr à la production des... Et le taux d'oméga 3, rassurez-nous. Ah oui. D'accord, très bien. Alors, ben, quelque part ici, j'aime cette relation un petit peu intuitive avec le 4.0, la relation intuitive avec le système d'information, c'est que en fait le système a été là pour répondre à un besoin. C'est le besoin qui a fait que vous alliez dans cette direction sans attendre même la vague ou un petit peu, on va dire, la mode du digital. Aujourd'hui, le digital a été une solution à ce besoin de rapidité, à ce besoin de communication au sein de l'entreprise. Effectivement, donc le fait de s'orienter vers l'industrie 4.0, ce n'était pas un choix, c'était une obligation. Parce que notre priorité, c'est tout d'abord fournir un produit de qualité. Un produit de qualité qui répond aux normes internationales. Nous sommes dans un environnement très compétitif. Nous sommes aussi dans un environnement qui est très, très exigeant. Mais aussi, nous subissons les aléas du marché international. Comme vous le savez, 80% du coût de production de la poule ou de l'œuf, c'est de l'aliment. Donc, lorsqu'on parle de l'aliment, donc la matière première est importée de l'étranger. Donc, c'est des devises. Avec ce que nous subissons de nos jours, la dépréciation du dinar, les aléas du marché, donc il faut voir comment est-ce que le prix du produit fini sera. Donc, de ce fait, nous étions obligés, bien sûr, d'adopter les nouvelles technologies, d'adopter l'industrie 4.0, et l'objectif, c'était de maîtriser nos coûts. Et de nos jours, nous maîtrisons nos coûts. Donc, ça, c'est un fait. Vous le constatez, bien sûr. C'était prévisible dès le départ. C'était prévisible à la khatre surtout. C'est la limitation du quota, mais ça va se passer, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, la situation va être rétablie. Comme le dirait Marie-Antoinette, consommons des eaux de caille. Alors, je vais passer à monsieur Manzar Arzeli, le directeur général de l'UIB, pour placer encore cette idée importante de priorité, parce qu'on a envie de sentir l'urgence. Hier, on a parlé de cette urgence, il faudrait qu'on la sente aussi dans l'entreprise tunisienne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'appareil, dans les processus que vous êtes en train d'installer, il y a des processus qui sont pensés pour la transformation digitale? Est-ce que c'est un process que vous suivez au jour le jour? Est-ce que le directeur général aussi, aujourd'hui, est conscient ou il laisse faire, en général, les DSI? Aujourd'hui, le directeur général doit être non seulement conscient, mais il doit être à l'impulsion de la transformation digitale. Et en cela, c'est un changement assez fondamental au fond dans la relation qu'a pu avoir le directeur général avec la DSI ou le DSI, on va dire à travers les décennies passées. Quand on regarde les transformations technologiques du XXe siècle, elles venaient sur proposition du DSI. Quand on passe du transistor au microprocesseur, etc., c'est l'initiative d'un changement technologique venait plutôt du DSI en accompagnement de ces évolutions technologiques, et le premier responsable de l'entreprise validait à un moment donné le passage à une nouvelle technologie. Aujourd'hui, je vais peut-être dire en espérant ne pas être mal compris, que le digital est une affaire qui est trop importante pour la laisser aux seules mains des DSI. C'est une question de survie pour l'entreprise, complètement. Et donc le directeur général doit d'abord prendre conscience que c'est un sujet qu'il connaît mal, qu'il comprend mal. Et sa première responsabilité, c'est de s'informer sur ce sujet, d'ouvrir ses capteurs, de s'immerger dans la question de la transformation digitale, et d'essayer de se poser un certain nombre de questions fondamentales du type qu'est-ce que mon client achète vraiment chez moi? Où se situe la valeur chez moi? Deux, qu'est-ce qui peut disrupter de manière fondamentale mon business? Est-ce qu'une transformation digitale, c'est un concurrent? Ou encore pire, un entrant nouveau sur mon marché qui est nativement digital peut fondamentalement disrupter mon business et m'amener dans une zone de risque pour ma survie. Et ça, ce sont des questions qui fondamentalement ne peuvent qu'être posées par le directeur général ou le CEO. Est-ce que pragmatiquement aujourd'hui ceci se voit au niveau de ce que vous faites durant la semaine? Est-ce qu'il y a une réunion organisée autour de cela? Est-ce qu'il y a une task force qui a été installée pour la transformation digitale? Est-ce que c'est un process plutôt, on va dire, informel, ou c'est un process formel, bien étudié, que vous suivez opération par opération? Fondamentalement, d'abord, il faut s'astreindre à une certaine discipline par rapport au digital. Et moi, à titre personnel,
je mesure le temps que je passe sur la question du digital et je considère que si j'y passe moins de 20% de mon temps sur une semaine ou sur une période d'un mois, c'est que je suis en train d'hypothéquer dans une certaine mesure l'avenir de l'entreprise. Et donc ça se mesure en termes de temps qui est consacré évidemment à des réunions, à du suivi de processus ou à du suivi de transformation ou à des questions opérationnelles, mais aussi à des questions plus stratégiques qui sont des discussions avec des gens qui en connaissent plus sur le sujet que moi, des lectures sur le sujet de la transformation digitale, de l'expérimentation, des immersions dans des labs d'innovation, le fait de visiter des entreprises qui sont plus à la pointe, etc. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect de cadencer effectivement en termes de travail quotidien pour s'assurer que cette dynamique de transformation ne s'arrête pas ou ne soit pas sujette à des stop and go. Et ça, ce sont des réunions périodiques dans la semaine qui consistent à suivre les grands chantiers digitaux, à s'assurer que l'allocation de ressources et notamment les investissements, et dans les investissements en ce qui concerne la transformation digitale, la partie humaine est la partie la plus essentielle au fond. Est-ce que vous avez les bonnes compétences? Est-ce que vous avez les bonnes personnes pour diriger cette transformation, pour l'imaginer, pour la mettre en œuvre? Est-ce que vous êtes en train de recruter aujourd'hui des profils qui vont pouvoir sur 10, 15, 20 ans s'adapter à la transformation des métiers que le digital va induire, ou est-ce que vous êtes en train juste de recruter les profils d'hier pour faire le travail d'aujourd'hui, mais sans doute pas le travail de demain? Donc tout ça, ce sont des questions très opérationnelles qui au fond infusent l'ensemble du travail du directeur général et qui concernent directement la transformation digitale. Et on a l'impression là qu'on est en train un petit peu d'exagérer parce que c'est comme s'il y a une ère qui est passée, une nouvelle ère qui s'installe, mais je crois qu'il y a des métiers qui ont disparu, on ne se rend même pas compte à cause de cela. Aujourd'hui, le commerce tel qu'on l'a toujours connu va disparaître, ça c'est clair et net. Et ça c'est un métier avec des gens qui mettent beaucoup d'argent dedans, donc si on ne se réveille pas assez tôt, eh ben, on sera complètement, bien sûr, avalé par les grands mastodontes aujourd'hui, des pure players s'il vous plaît, qui n'existent que au format digital. Alors, Simadi Mahjoub, toujours cette question d'organisation et de place transversale de la transformation digitale. Aujourd'hui, on ne peut plus penser à la transformation digitale comme la responsabilité du DSI seulement. Je crois que ça implique toutes les opérations. Donc, il y a un savoir-faire aussi qui vient des différentes strates de l'entreprise qui doivent être prises en compte. Alors, est-ce que quelque part aujourd'hui, vous avez ce task force qui essaie de faire, bien sûr, mettre le DSI au centre, où il y a bien plusieurs autres intervenants qui participent à cette transformation? Alors je vais peut-être partager un peu l'expérience qu'il y a au CityCars dans ce domaine. Donc le déclenchement déjà, il s'est fait par la prise de conscience du management de l'importance de la digitalisation de l'entreprise. Donc ça, c'était l'élément déclencheur. Après, donc, on a analysé les besoins du client. Qu'est-ce qu'il veut le client? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il cherche? Donc en fait, c'était pour répondre. Il n'y a pas que les clients vente, hein, il y a les clients après-vente, il y a les clients... donc c'était les clients. Il y a aussi les partenaires. Donc tous ceux qui travaillent avec nous. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? À titre d'exemple, par exemple, notre agent Asus, il a besoin de savoir si la pièce de rechange Intel, elle était disponible ou pas, et c'était quoi le prix. Avant, il appelait au téléphone ou envoyait un fax. Aujourd'hui, il a un accès direct à la base. Il y a Yassim Mostfamazani qui est là, donc on va parler de facture digitale aussi quand même, c'est important. Donc ce n'est pas uniquement orienté client, mais comment répondre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible aux besoins du client. Et donc cette analyse-là, après, donc, il y avait une feuille de route. Donc tout un programme, comment on va faire, qu'est-ce qui est plus urgent à mettre en place. Une fois tout ça établi, il fallait incorporer l'ensemble des employés dans ce projet-là. Parce que, comme vous le dites, même si le CEO il est conscient, même si le DSI il est conscient, sans les collaborateurs, le projet ne marchera pas. Donc, on a commencé à les former. Le pourquoi, qu'est-ce qui va leur apporter, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise.
Et donc, troisième point, c'est former le personnel. On ne va pas mettre des outils sans que le personnel ne soit formé au préalable. Sinon, le projet, il foire, voilà. Donc former et les impliquer, même dans les prises de décision, même dans les process, même dans l'élaboration de cette refonte-là. Et donc, bien entendu, après, c'est allouer les budgets. Donc, il faut être conscient aussi qu'il ne faut pas juste laisser le projet comme des process ou des procédures écrites, mais il faut préparer les budgets nécessaires pour ça. Et je vous assure que c'est assez rentable et très rapide. Donc il y a un budget spécifique à la transformation digitale, accompagnant en parallèle le budget opérationnel classique. Un simple exemple, un CRM. Avant, donc on recevait les réclamations, très peu de réclamations, hein, ou bien des demandes de devis. C'était inscrit sur un papier ou bien transféré par téléphone du standardiste. Aujourd'hui, avec le CRM, donc tout est tracé, tout est écrit. Et on a l'obligation de répondre aux clients. On a des reportings, combien de clients a appelé, combien de clients a réclamé et combien on a pu traiter comme réclamation et résolu comme demande. Donc tout ça, non seulement ça aide à la décision et ça vous donne une idée, une visibilité sur toute l'activité de l'entreprise très rapidement. Donc non seulement ça répond aux besoins du client, mais aussi ça vous donne une idée précise de la gestion de votre entreprise. Alors, il y a cette idée quand même sempiternelle de la relation dans, on va dire, le processus de décision entre le DSI et la direction générale. Est-ce que la décision doit venir du DSI parce que c'est un pôle de savoir-faire, c'est un pôle donc très technique, très spécialisé, et c'est à lui de prendre des décisions, ou bien c'est une décision liée aux besoins et venant de la direction générale. En quelque sorte, c'est l'œuf ou la poule avant. Donc c'est tout à fait normal que je pose la question à Cheikh Benahmed. C'est les deux à la fois. Moi, je pense que lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est avant tout managérial. Donc, je prends le cas de Poulina, et là, c'est une expérience que nous vivons tous les jours. Notre digitalisation ne se fait pas de façon isolée. Elle se réalise d'une manière collective. Lorsqu'on parle de DSI, le cas de DSI de Poulina, il est plus appelé à gérer, à capitaliser sur les nouvelles opportunités. Nous constatons aussi que l'utilisation des nouvelles technologies a conduit à notre transformation digitale. Ça, nous le vivons tous les jours. Nous avons prouvé notre capacité à faire de telle sorte que tous les métiers agissent dans la même direction. Donc les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années. Ce que nous sentons aussi, c'est que, et là c'est réellement la touche de la direction générale, c'est faire de telle sorte que lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est en fait une transformation de la culture d'entreprise. C'est un travail de tous les jours que la direction générale suit de près. D'accord. Alors, par rapport à la place et aux attentes du DSI aujourd'hui, on sait parfaitement, et là vous avez quand même tous les DSI dans la salle, il faut mesurer ce que vous allez dire, hein, n'est-ce pas? Alors, en quelque sorte, il y avait le DSI classique auparavant, c'était le directeur informatique, où il y avait des dénominations différentes selon les entreprises, et ce dont on attendait, c'est d'avoir un outil informatique fonctionnel. Après, le cloud était là. Après, bien sûr, on avait la possibilité de gérer ces opérations et de les avoir donc plutôt dans le cloud qu'au niveau de l'entreprise même. Et là, le poste de DSI, on a senti qu'il s'est étoffé, qu'il a pris du muscle. Mais aujourd'hui, je crois que les attentes sont différentes à l'ère de la transformation digitale. Le DSI peut décider de l'avenir de l'entreprise et des opérations qui sont effectuées au niveau de l'entreprise. Le DSI peut faire en sorte qu'on aille dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à votre DSI? Quelle sorte de feedback vous avez besoin de sa part? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le DSI, il y a quelques années, c'est un DSI qui est là pour gérer, pour manager, pour administrer des équipements réseau, des routeurs, des switches, des salles ordinateurs, etc., etc. Faire de l'exploitation aussi. Et on sentait que
il n'y avait pas réellement une communication fluide entre l'utilisateur final de l'informatique et le DSI. C'était deux mondes qui sont complètement, je dirais, isolés. De nos jours, avec la transformation digitale, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous constatons, c'est que le DSI s'approche de plus en plus du métier. Donc là, le DSI, il est à l'écoute de l'utilisateur de l'information. Donc il est là pour faire de telle sorte que l'information qu'il doit préparer et mettre à disposition de l'utilisateur, c'est au DSI de fournir cet effort. Donc de ce fait, il y a une transformation, il y a une mutation où le DSI, et toi, comme vous l'avez dit, il est étoffé, donc il a plein de connaissances dans les nouvelles technologies, mais il s'approche de plus en plus du métier. Donc il est là pour fournir un service personnalisé à chaque responsable. Et là, quelque part, on va faire peur un petit peu au DSI dans la salle, c'est que les attentes sont grandes. On n'attend plus quelqu'un qui ait une grande technicité, on s'attend à quelqu'un qui est stratège un peu aussi, parce que les décisions qu'il va prendre vont impacter l'entreprise au premier lieu. Alors, si Arzeli, donc, quelque part, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de redéfinir le métier du DSI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est les mêmes profils que l'on appelle à être DSI? Parce que j'ai plus l'impression que c'est un profil qui doit être transversal entre technicité, management et la possibilité d'être un leader. Oui, absolument. Il y a au fond une transformation. Comme il y a une transformation des attentes qu'on a vis-à-vis des DSI, il y a une transformation du profil de ces DSI. Je voudrais revenir un peu sur ces attentes, ou en tout cas les attentes que moi, à titre personnel ou dans mon entreprise, j'ai vis-à-vis de mon DSI pour essayer de définir au fond ce profil nouveau du DSI. Il y a la première question qui a été déjà citée par Sichiheb, qui est la question de la proximité du métier. Il faut vraiment que le DSI intériorise complètement l'activité de l'entreprise, la chaîne de valeur, l'interaction avec le client, où est-ce que la valeur ajoutée de l'entreprise se situe, quel est son avenir. Il faut qu'il soit impliqué dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Il faut qu'il ait une connaissance de son marché, qui est quelque chose de profondément nouveau par rapport à la situation qui prévalait il y a encore quelques années où il y avait ce cloisonnement sur l'aspect technologique. Deuxième élément qui pour moi était fondamental, il faut changer d'état d'esprit et il ne faut plus que le DSI raisonne uniquement en termes de technologie, il faut qu'il raisonne en termes de solutions. Ça n'est pas uniquement une question de quelle est l'évolution technologique qu'on va adopter ou quelle est la puissance installée qu'on va renforcer. Il faut raisonner en termes de solutions à des problèmes pratiques, à des problèmes business qui se posent, ce qui suppose une capacité d'analyse qui amène ensuite à prendre les bons choix stratégiques pour la transformation digitale en particulier. D'ailleurs, si je vous interromps là-dessus, hier, je vous dis c'est toujours important d'être dans les cocktails et de parler avec les différentes personnes. Quelqu'un de très discret m'avait dit que aujourd'hui le DSI doit être un problem solver. C'est tout. Il y a même des DSI aujourd'hui qui sont un peu moins techniques qu'auparavant. Il me dit ce n'est pas un souci. Moi, je veux quelqu'un qui soit dans la réflexion, comment utiliser l'outil, plutôt que est-ce que j'utilise l'outil très très bien. Sur un troisième plan, je dirais que l'autre attente qu'on a vis-à-vis du DSI, c'est de sortir d'une sorte de carcan qui a pu exister à un moment donné, peut-être pas chez tous les DSI, mais c'est une mauvaise pratique, qui est de considérer que comme on est titulaire de la connaissance technique ou technologique, on fait en sorte que la DSI soit une sorte de black box que personne ne peut déchiffrer et qui s'auto-entretient en réalité. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que le DSI soit quelqu'un qui soit dans l'état d'esprit de destroy your business, si jamais c'est nécessaire. C'est-à-dire que concrètement, qu'il ne soit pas attaché à la perpétuation de son propre pouvoir, entre guillemets, qui est le pouvoir de faire le choix des instruments technologiques, et qui soit prêt à faire des disruptions parce que la transformation digitale de l'entreprise le nécessite. Et quand je pense à des choses du type passage sur le cloud, quand je pense à des choses du type externalisation, quand je pense à des choses du type software as a service, ça, ce sont des évolutions qui, au fond, peuvent être perçues comme réduisant le pouvoir de la DSI, parce qu'on n'est plus la DSI toute puissante qui internalise dans l'entreprise l'ensemble des opérations et d'exploitation de la production informatique,
mais en même temps, ce sont bien des tendances qui améliorent l'instantanéité, la disponibilité de notre service, la qualité du service au client, la scalabilité, on va dire, de nos opérations, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, en termes de transformation digitale de l'entreprise, ce sont des évolutions positives. Donc, tout ça, au fond, ça dit qu'on a besoin d'un DSI qui soit plus stratège et impliqué dans la stratégie de l'entreprise, et on a besoin plus de savoir être et d'attitude et d'état d'esprit et de tête bien faite plutôt que de tête bien pleine en termes de connaissances technologiques, d'où ce shift au fond je connais et je maîtrise toutes les technologies à je suis capable de concevoir une solution en face d'un problème pratique de business ou d'évolution stratégique de l'entreprise. On dirait que dans certains business, la cellule DSI est rattachée directement à la direction générale, parce que dans certains business, l'outil technologique est essentiel en fait à l'évolution. La manière avec laquelle on communique avec son environnement est cruciale. Il y a des entreprises qui ont raté le coche parce que leur veille n'était pas au point. Et là, il y a cette question de veille aussi, je crois, qui est importante. Le DSI est là aussi pour essayer de se projeter dans l'avenir et non de vivre les problèmes actuels. Effectivement, le CEO, même en ayant cette ouverture intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, et cette volonté de s'immerger dans ce qui se fait de nouveau, imaginer des solutions nouvelles, il a besoin de quelqu'un, et en l'occurrence le DSI est la bonne personne, pour venir en disant aujourd'hui la technologie est capable de vous offrir telle ou telle évolution. On a besoin de ces capteurs et de ces capteurs sur d'abord ce qui se passe dans les autres entreprises, ces capteurs dans la communauté des DSI que vous représentez ici, de ces capteurs par rapport aux dernières évolutions de la technologie qui viennent en termes d'information ascendante vers le CEO pour dire à tel problème pour lequel hier vous n'avez pas de solution ou pas de solution idéale, il y a aujourd'hui des évolutions qui vous permettent d'avancer de manière moins coûteuse ou plus rapide ou plus efficace d'un point de vue de processus. C'est normal que vous vous appelez Razel, il y a beaucoup de, on va dire, de philosophie dans ce que vous êtes en train de dire. Alors, si Mahdi Mahjou, et je vais utiliser un terme utilisé par Simon Ver, en fait, le terme disruption. Donc aujourd'hui, on parle de passage d'un état à un autre, d'une rupture, d'une coupure. On parle de technologie disruptive et donc d'une manière différente aussi d'essayer de regarder son entreprise. Là naît, on va dire, une nouvelle attente par rapport au DSI et une nouvelle attente par rapport au directeur général. C'est cette capacité à gérer le groupe, c'est cette capacité à être à l'avant du groupe pour l'emmener ailleurs. On connaît la résistance au changement, alors là les DSI connaissent parfaitement cette résistance. Et on veut continuer à utiliser la même messagerie utilisée depuis une dizaine d'années alors qu'elle est complètement dépassée. On veut continuer à agir de la même manière, avoir les mêmes process alors que le monde est en train de changer et qu'on peut faire beaucoup plus simple. Comment en fait être ce leader dans la transformation digitale? Le manager a un rôle, le DSI en a un autre. Moi, je ne dirais pas destruction, mais je dirais refonte. Parce que destruction, on ne va pas s'arrêter, détruire tout et refaire tout, mais refonte, repenser. C'est vrai que le DSI devient de plus en plus métier, pas métier informatique, un métier de l'entreprise. Je me rappelle bien qu'un DSI avant, son travail s'arrêtait à installer le logiciel, entretenir le logiciel, entretenir le parc informatique. Il n'y avait pas réellement de développement pour le besoin des collaborateurs. Aujourd'hui, ces besoins-là, parce que justement avant les besoins ne changeaient pas rapidement. Aujourd'hui, les besoins évoluent tellement que le DSI devient plus métier qu'informaticien. Et on va utiliser le terme de Siloué dit tout à l'heure, c'était routinier. Et bon. C'était complètement, vraiment à l'encontre de la logique même du digital. Avant, c'était routinier. Mais là, ce n'est plus du tout de la routine. Aujourd'hui, le DSI, il est dans le corps et le cœur du métier.
parce que justement les besoins du client changent, donc le besoin du collaborateur change et on doit s'adapter très rapidement. Et je pense un bon DSI, justement, c'est celui qui a le moins de réticence par rapport au changement. Et c'est lui qui peut être très efficace dans le changement et à répondre rapidement et efficacement à une demande. C'est pour ça aujourd'hui justement ce qu'on peut-être on remarque tous, le DSI est beaucoup plus présent dans les comités de direction, beaucoup plus interactif. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, à quel prix, quels sont les moyens et tout ça. Alors qu'avant, honnêtement, un DSI intervient très rarement dans la manière de gérer. Et fini aujourd'hui de toute façon un CEO qui sait tout, qui fait tout, un bon CEO, c'est celui qui peut tirer les bonnes directives de ses collaborateurs, y compris le DSI, pour ne pas justement prendre les mauvaises décisions. Mais un bon CEO, c'est celui qui a une belle tête, qui pense bien, et qui, en écoutant l'ensemble de ses collaborateurs, peut prendre la bonne décision et fédérer ses équipes autour de cette décision-là. Bon, c'est un bon agenceur de ressources, c'est vrai, mais l'humain est très complexe. Alors comment faire en sorte, en fait, quelles sont les qualités que l'on doit avoir? Quel leadership on peut avoir auprès des équipes pour qu'elles acceptent la transformation digitale? Ça peut parfois engendrer des changements majeurs dans l'entreprise, difficilement acceptables par les collaborateurs. En fait, le DSI aussi était connu depuis toujours, excusez-moi si je m'avance dans ce terrain-là, un peu glissant, mais pour être quelqu'un d'un peu méprisant parce qu'il a cette technicité qu'il met loin un petit peu de l'équipe. J'estime que de plus en plus, ce n'est plus le cas. Alors, moi, je vais vous parler d'une expérience vécue. Donc, il y a 3-4 ans, on a repris l'ensemble de notre DMS, le Dealer Management System, donc tout le système informatique, avec le BI, avec le CRM, avec tout. Et vous imaginez bien qu'il y avait une réticence parce que les gens avaient un petit logiciel développé maison, donc ils voulaient pas, ils avaient peur et tout ça, et surtout le DSI. Donc, premièrement, il faut les impliquer, il faut leur faire la formation nécessaire. Parce que quand vous ramenez un nouvel outil à un collaborateur, alors qu'il n'a pas reçu la formation, il va bloquer. Aussi, il faut mettre en avant ce que va donner ce système-là. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les plus? Quels sont les avantages? Comment ça va lui donner les informations à temps réel? Et comme je vous ai dit, la formation est très importante avant l'implantation. Donc une transparence totale au niveau des différentes étapes de la transformation. Il faut absolument communiquer avec les différentes strates et pas seulement entre le management et la cellule DSI. Alors, il y a encore une chose, c'est qu'avant la prise de décision, il faut les impliquer et avoir leur accord. Donc, il ne faut pas que ça soit une solution qui soit imposée du jour au lendemain, mais il faut justement au CEO de décider en quel moment l'équipe est prête pour justement changer, passer à un système digital parfaitement intégré. Et donc vous pouvez parfaitement avoir un refus ou bien de la part des équipes. Et donc, on va perdre du temps, de l'argent, d'efficacité. Et donc, le moment et l'implication de l'ensemble du personnel est très important. Et donc, ça passe par la formation, ça passe par des réunions, ça passe par une collaboration étroite avec l'ensemble des équipes. Waouh, quelle responsabilité sur le dos des DSI aujourd'hui. Donc,
non seulement il doit être très technique et avoir la technicité, mais ça doit être aussi un leader au sein de son équipe. Il doit avoir des qualités, des soft skills d'écoute et de partage et de communication. Il doit être stratège pour essayer de voir et de conseiller la direction générale pour le futur du métier lui-même. On ne parle pas de l'outil, mais du métier, parce qu'il y a un lien aujourd'hui direct entre les deux. C'est une grande responsabilité, et c'est que quelque part dans la salle aujourd'hui, on a les stratèges, ceux qui vont forger l'entreprise de demain. Alors, je reviens à Sichiheb Ben Ahmed. Par rapport, par contre, à tout ce temps et toutes ces ressources investies, on a quand même des attentes par rapport à la finalité. Un CEO aujourd'hui qui alloue ses ressources et qui veut être le plus efficace possible, qu'est-ce qu'il attend exactement de la transformation digitale? Est-ce qu'il attend tout simplement d'être au même niveau que les autres, ou il attend une plus grande efficacité, ou aujourd'hui c'est un passage obligé si l'on veut rester compétitif? Comme vous l'avez dit, c'est un passage obligé. De toute façon, on n'a pas le choix. Du moins, lorsque je parle de notre expérience à Paulina, la transformation digitale, lorsque nous l'avons entamée, nous étions obligés de le faire. Nous étions obligés d'engager ces projets-là. Nous sommes dans un environnement très compétitif, nous sommes dans un environnement qui est très concurrentiel. Nous travaillons aussi dans des secteurs qui sont très aléatoires, tels que l'élevage par exemple. C'est une industrie qui n'est pas facile du tout à maîtriser. Ce qui fait de plus en plus, la situation devient de plus en plus difficile. Les attentes, bien sûr, du premier responsable de l'entreprise, c'est faire de telle sorte qu'il doit pouvoir maîtriser tous ses coûts de production. Donc là où on peut grignoter et faire des économies, on doit le faire, on doit aller jusqu'au bout. Et donc de ce fait, la digitalisation, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nos usines qui sont en train d'être construites, donc elles sont complètement automatisées. Je prends le cas par exemple de la céramique ou de la briqueterie. C'est des domaines c'est des industries qui sont très énergivores. Dernièrement, donc, tout le monde a remarqué que la STEC vient d'annoncer donc une hausse des prix du gaz et de l'électricité. Donc c'est un coût je dirais, fatal donc, pour l'industrie. Ce qui fait, si nous n'étions pas, donc, si nous n'avons pas pris nos mesures à l'avance, le coût serait dur. Donc toutes nos nouvelles installations sont de ce fait des installations, des usines qui sont complètement digitalisées, où tous les process sont connectés, où tous les centres de coûts, nous les visualisons donc, sur nos écrans, tous les personnes, tous les responsables qui sont dans la boucle donc, ont le moyen de pouvoir agir pour maîtriser leurs coûts et surtout donc, fournir un produit qui est de bonne qualité. J'aime cette idée de maîtrise des coûts malgré le coût de la transformation digitale. Aujourd'hui, c'est un coût, on va dire, présent, mais ça va être un amortissement d'un gain futur parce que c'est essentiel d'y aller. Ce n'est pas un coût, plutôt c'est un investissement. Et lorsqu'on parle d'investissement, il y a le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, nous le sentons, donc nous le constatons. Donc ce n'est pas des millions de dinars qui sont dépensés rien que pour le plaisir d'avoir des nouvelles technologies. Bien au contraire, c'est plutôt maîtriser ce que nous faisons. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est notre objectif. Alors là, on est dans un domaine plus industriel, mais si on part vers la banque, où aujourd'hui, il existe les pure players. Là, le métier même peut être complètement redéfini. Alors, quelles sont vos attentes de la transformation digitale? Est-ce que vous vous attendez à un avenir où la banque va être complètement différente? Alors, la banque, de toute façon, de manière définitive, va être complètement différente à l'avenir. Et en même temps, les fondamentaux vont rester les mêmes. Elle va être complètement différente à l'avenir parce que les canaux de la relation avec le client vont être multiples et vont être beaucoup plus nombreux que ce qui existe aujourd'hui, parce que ces canaux-là de la relation client vont être interopérables. Le client va pouvoir commencer une transaction sur son smartphone pour la continuer sur Internet, pour ensuite prendre le téléphone pour faire changer quelque chose à son crédit immobilier, etc., utiliser le mail. Donc les canaux de la relation vont être différents. Et ensuite parce que la banque va être, comme je le disais tout à l'heure, comparée aux meilleures pratiques
non pas seulement dans le secteur financier, mais aux meilleures pratiques de manière générale en matière d'expérience client. Le client va nous comparer à du Google, à du Microsoft, à du Facebook, et à ce qu'il a, à du Uber, etc. Et partout où il a une expérience client qui lui paraît fluide et plaisante, il va vouloir exiger de sa banque, parce que c'est quand même une relation assez importante et un fournisseur de services important pour lui, il va exiger de sa banque une qualité de service et une qualité d'expérience client qui soit équivalente. Et à l'ère de la blockchain, ça fait peur quand même. Et en même temps, l'activité bancaire va rester fondamentalement la même, ou en tout cas son cœur va rester le même, qui est la qualité du conseil, la confiance, le fait que le banquier est un partenaire de confiance et qu'il y a un certain nombre d'activités au fond, qu'on confie à son banquier et qu'on ne confierait pas à un autre tiers qu'on connaît moins ou en qui on a moins confiance. Et ça vient en relation avec le rôle du DSI. Une autre attente qu'on a vis-à-vis du DSI, c'est une attente d'agilité. Parce que justement, quand je pense à ces GAFA ou aux pure players auxquels vous faisiez mention dans le secteur de l'activité financière, les différentes fintech qui se sont greffées sur les chaînes de valeur ont pris un bout de la chaîne de valeur et ont montré qu'elles étaient beaucoup plus performantes que les banques sur ce bout de la chaîne de valeur. Leur force fondamentale, c'est qu'elles sont agiles. En général, elles sont digital native. Dès le départ, elles n'ont pas les systèmes legacy que nous avons, nous, dans les banques, avec une informatique qui, pour partie, date d'il y a des décennies. Elles ont construit leurs systèmes qui sont, dès la conception, digitaux, et donc elles ont une grande flexibilité et une grande agilité. Et donc le rôle du banquier, ou une attente fondamentale du banquier par rapport à son DSI, c'est donnez-moi une agilité équivalente, ou donnez-moi de l'agilité. Dans ce monde de transformation, au fond, on ne sait pas forcément, on sait qu'il va y avoir du changement, on ne sait pas forcément quels sont les bons choix de dans 5 ans. Et donc, ce que je demande au DSI, c'est aussi ne m'imposez pas ou ne m'implémentez pas des solutions qui me lient les mains pendant les 20 prochaines années. Parce que ça fabrique du Kodak, ça fabrique du Nokia, des gens qui ont raté la transformation. Ça va, Nokia se sont bien rachetés, c'est bon. Voilà. Kodak, ils ont lancé une cryptocurrency, ils n'ont rien compris, mais Nokia se sont bien relancés. Alors, surtout que Kodak n'est pas représenté ici, voilà. Alors, juste, avant de passer à Simadi Mahjoub, je voudrais juste rebondir sur un point important que vous avez évoqué. Quelque part, aujourd'hui, on parle plus seulement des pure players, ceux qui existent seulement sous format digital, mais on parle aussi de ceux qui naissent nouveaux. Est-ce aujourd'hui plus simple d'arrêter un métier et de recommencer plus léger et pas alourdi des procédures du passé? Ou aujourd'hui, dans la transformation digitale, même si ça paraît difficile, même si les processus sont lourds, on peut parfaitement implémenter, rajouter, comme une petite tumeur, excusez-moi le terme, un petit peu, toute cette vague digitale. C'est vrai que quelque part, le métier est tellement lourd qu'on n'arrive pas à passer à ce nouveau cap. Alors, est-ce que c'est une solution de détruire pour reconstruire? Dans l'activité bancaire, en tout cas, je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Elle n'est pas forcément praticable. D'abord parce que les transformations, y compris en termes d'attente des consommateurs, sont des transformations sur le long cours. Et donc le consommateur continue à attendre de nous de jouer notre rôle de banquier classique. Ça n'est pas pour demain qu'en Tunisie, qui est notre marché naturel, on va avoir une désaffection des clients par rapport à la fréquentation des agences, par exemple. Les clients continuent aujourd'hui à avoir envie de se déplacer en agence et à faire des opérations dans un cadre physique. Ça prendra un peu plus de temps pour le passage au tout digital. Et donc, casser tout pour recommencer digital, on risque d'avoir raison un peu trop tôt. Et quand on a raison un peu trop tôt, parfois on se trompe. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect aussi, c'est que le métier de banquier est un métier, comme un certain nombre d'autres, fortement réglementé. Et les pure players, ou comment recommencer une activité de zéro, se confrontent quand même à cette exigence réglementaire qui fait qu'il y a un minimum de processus à mettre en place avant de pouvoir opérer. C'est une sorte de protection pour ce métier-là, mais qui le protège un peu des nouveaux entrants
qui peuvent venir, comme je disais, disrupter son activité. Et ça rend plus difficile des expériences vraiment from scratch où je casse une activité existante pour lancer quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, ce que j'aime dans tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que les attentes sont claires. Le digital est devenu l'avantage concurrentiel majeur, que ce soit en termes de coût, parce que si on a un avantage de coût, et ben le digital il permet encore de le maîtriser, que ce soit en termes de métier, de rapidité, d'efficacité à délivrer son produit. Et là, je crois qu'il est essentiel de passer par le digital pour avoir, on va dire, un effet qui est majeur. Parce que sinon, on est dans de l'epsilon et ceci, bien sûr, ne permet pas de survivre aujourd'hui. Madi Mahjoub, la voiture intelligente, la voiture Google pour très bientôt, la voiture Apple, il paraît, un iCar qui est aussi dans les fours de Apple. La voiture aussi va être différente, elle va être connectée, d'où une redéfinition du métier complet en fait du fabricant de voitures. Il y a des services auxquels on s'attend, qui sont des services après-vente. On peut dénicher le problème dans son moteur avant qu'il ne survienne, on peut suivre les accidents s'il y en a, on peut aider un petit peu aussi à maîtriser son véhicule, on peut même faire conduire son véhicule par donc l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi un métier qui est en train de changer radicalement. Quelles sont vos attentes par rapport à tout cela? Déjà, bon, en Tunisie, honnêtement, pour être clair, on est très loin parce qu'on n'a pas encore la voiture hybride ni la voiture électrique. Il faut que déjà on commence à changer la législation pour pouvoir les avoir. Et très peu d'hybrides en plus. Très peu. Et c'est fantastique hein, d'avoir des voitures qui sont connectées, qui conduisent toutes seules, mais apparemment il y a des problèmes de responsabilité en cas d'accident. Qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur, le programmateur, Apple? Donc pour le moment, il y a un très grand problème lié à la législation. Mais par contre, juste pour revenir à l'activité ici, donc de l'entreprise, et pour insister sur l'importance de la refonte vers justement la digitalisation, c'est une réponse immédiate aux besoins du client d'aujourd'hui. On ne peut plus attendre. Donc une entreprise qui se veut proche de ses clients doit passer obligatoirement vers le digital et très rapidement. Bon, pour les voitures, c'est un rêve. C'est toujours un rêve d'avoir des voitures qui circulent avec Google Maps. Donc on espère les avoir, mais pas très bien pour très bientôt. Mais ne sous-estimons pas quand même la capacité de la technologie aujourd'hui quand elle arrive à réaliser des bonds, à faire sauter des étapes. Rappelons-nous quand même dans le monde des ordinateurs que vous connaissez très très bien, il y a eu à une certaine époque les netbooks, mais ils n'ont pas survécu parce qu'il y a eu la tablette rapidement. Donc la tablette a complètement cassé les netbooks. Et les Tunisiens qui n'étaient pas, par exemple, je connais très bien le marché tunisien, qui n'étaient pas très preneurs de netbook, ont parfaitement sauté dans le wagon des tablettes après et des smartphones surdimensionnés, les phablettes. Donc quelque part, la technologie peut faire en sorte que c'est vrai qu'on s'estime loin un petit peu de cet avenir mirifique, idéalisé, mais ça peut arriver comme ça s'il y a une disruption technologique. C'est un terme, un euphémisme que j'utilise aujourd'hui, le disruption qui n'existe pas. Ça vient de l'anglais, mais bon, on peut quand même l'utiliser pour donner le sens. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, justement pour les voitures connectées, bon, aujourd'hui déjà, on a des voitures qui sont connectées. Vous avez votre téléphone qui s'affiche sur l'écran. Hein. Vous recevez les SMS, vous recevez les emails, vous pouvez répondre de votre écran dans la voiture. Donc c'est déjà une étape. Je reviens à Sichinel Ben Ahmed. Par rapport, par contre, à tout ce temps et toutes ces ressources investies, on a quand même des attentes par rapport à la finalité. Un CEO aujourd'hui qui alloue ses ressources et qui veut être le plus efficace possible, qu'est-ce qu'il attend exactement de la transformation digitale? Est-ce qu'il attend tout simplement d'être au même niveau que les autres? Ou il attend une plus grande efficacité? Ou aujourd'hui, c'est un passage obligé si l'on veut rester compétitif? Comme vous l'avez dit, c'est un passage obligé. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, lorsque je parle de notre expérience à Bourguina, la transformation digitale, lorsque
nous l'avons entamé, nous étions obligés de le faire, nous étions obligés d'engager ces projets-là. Nous sommes dans un environnement très compétitif, nous sommes dans un environnement qui est très concurrentiel. Nous travaillons aussi dans des secteurs qui sont très aléatoires. L'élevage, par exemple, c'est une industrie qui n'est pas facile du tout à maîtriser. Ce qui fait de plus en plus, la situation devient de plus en plus difficile. Les attentes, bien sûr, du premier responsable de l'entreprise, c'est faire de telle sorte qu'il doit pouvoir maîtriser tous ses coûts de production. Donc là où on peut grignoter et faire des économies, on doit le faire, on doit aller jusqu'au bout. Et donc de ce fait, la digitalisation, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nos usines qui sont en train d'être construites, donc elles sont complètement automatisées. Je prends le cas par exemple de la céramique ou de la briqueterie. C'est des domaines c'est des industries qui sont très énergivores. Dernièrement, donc, tout le monde a remarqué que la STEC vient d'annoncer une hausse des prix du gaz et de l'électricité. Donc c'est un coût fatal donc, pour l'industrie. Ce qui fait, si nous ne étions pas, donc, si nous n'avons pas pris nos mesures à l'avance, le coût serait dur. Donc, toutes nos nouvelles installations sont de ce fait des installations des usines qui sont complètement digitalisées, où tous les process sont connectés, où tous les centres de coûts, nous les visualisons donc, sur les écrans, tous les personnes, tous les responsables qui sont dans la boucle, donc, ont le moyen de pouvoir agir pour maîtriser le coût et surtout donc, fournir un produit qui est de bonne qualité. J'aime cette idée de maîtrise des coûts malgré le coût de la transformation digitale. Aujourd'hui, c'est un coût, on va dire, présent, mais ça va être un amortissement d'un gain futur parce que c'est essentiel d'y aller. Ce n'est pas un coût, plutôt c'est un investissement. Et lorsqu'on parle d'investissement, il y a le retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement, nous le sentons, donc nous le constatons. Donc ce n'est pas des millions de dinars qui sont dépensés rien que pour le plaisir d'avoir de nouvelles technologies, bien au contraire, c'est plutôt maîtriser ce que nous faisons. Ça, c'est le plus important, ça, c'est notre objectif. Alors là, on est dans un domaine plus industriel, mais si on part vers la banque, où aujourd'hui, il existe les pure players. Là, le métier même peut être complètement redéfini. Alors, quelles sont vos attentes de la transformation digitale? Est-ce que vous vous attendez à un avenir où la banque va être complètement différente? Alors, la banque, de toute façon, de manière définitive, va être complètement différente à l'avenir, et en même temps, les fondamentaux vont rester les mêmes. Elle va être complètement différente à l'avenir parce que les canaux de la relation avec le client vont être multiples et vont être beaucoup plus nombreux que ce qui existe aujourd'hui, parce que ces canaux-là de la relation client vont être interopérables. Le client va pouvoir commencer une transaction sur son smartphone pour la continuer sur Internet, pour ensuite prendre le téléphone pour faire changer quelque chose à son crédit immobilier, etc., utiliser le mail. Donc les canaux de la relation vont être différents. Et ensuite parce que la banque va être, comme je le disais tout à l'heure, comparée aux meilleures pratiques, non pas seulement dans le secteur financier, mais aux meilleures pratiques de manière générale en matière d'expérience client. Le client va nous comparer à du Google, à du Microsoft, à du Facebook, et à ce qu'il a, à du Uber, etc. Et partout où il a une expérience client qui lui paraît fluide et plaisante, il va vouloir exiger de sa banque, parce que c'est quand même une relation assez importante et un fournisseur de services important pour lui, il va exiger de sa banque une qualité de service et une qualité d'expérience client qui soit équivalente. Et à l'ère de la blockchain, ça fait peur. Et en même temps, l'activité bancaire va rester fondamentalement la même, ou en tout cas son cœur va rester le même, qui est la qualité du conseil, la confiance, le fait que le banquier est un partenaire de confiance et qu'il y a un certain nombre d'activités qui au fond, qu'on confie à son banquier et qu'on ne confierait pas à un autre tiers qu'on connaît moins ou en qui on a moins confiance. Et ça vient en relation avec le rôle du DSI, l'attente
Une autre attente qu'on a vis-à-vis du DSI, c'est une attente d'agilité. Parce que justement, quand je pense à ces GAFA ou aux pure players auxquels vous faisiez mention dans le secteur de l'activité financière, les différentes fintechs qui se sont greffées sur les chaînes de valeur ont pris un bout de la chaîne de valeur et ont montré qu'elles étaient beaucoup plus performantes que les banques sur ce bout de la chaîne de valeur. Leur force fondamentale, c'est qu'elles sont agiles. En général, elles sont digital native dès le départ, et non pas les systèmes legacy que nous avons, nous, dans les banques, avec une informatique qui, pour partie, date d'il y a des décennies. Elles ont construit leurs systèmes qui sont, dès la conception, digitaux, et donc elles ont une grande flexibilité et une grande agilité. Et donc le rôle du banquier, ou une attente fondamentale du banquier par rapport à son DSI, c'est donnez-moi une agilité équivalente, donnez-moi de l'agilité. Dans tout ce monde de transformation, au fond, on ne sait pas forcément, on sait qu'il va y avoir du changement, on ne sait pas forcément quels sont les bons choix de dans 5 ans. Et donc, ce que je demande au DSI, c'est aussi ne m'imposez pas ou ne m'implémentez pas des solutions qui me lient les mains pendant les 20 prochaines années. Parce que ça fabrique du Kodak, ça fabrique du Nokia, des gens qui ont raté la transformation. Ça va, les Nokia se sont bien rachetés, c'est bon. Kodak, ils ont lancé une cryptocurrency, ils n'ont rien compris, mais Nokia se sont bien relancés. Alors, surtout que Kodak n'est pas représenté ici. Voilà. Alors, juste, avant de passer à Siraj Mahjoub, je voudrais juste rebondir sur un point important que vous avez évoqué. Quelque part, aujourd'hui, on parle plus seulement des pure players, ceux qui existent seulement en ce format digital, mais on parle aussi de ceux qui naissent nouveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, plus simple d'arrêter un métier et de recommencer plus léger et pas alourdi des procédures du passé, ou aujourd'hui, dans la transformation digitale, même si ça paraît difficile, même si les processus sont lourds, on peut parfaitement implémenter, rajouter, comme une petite tumeur, excusez-moi le terme, un petit peu, toute cette vague digitale. C'est vrai que quelque part, le métier est tellement lourd qu'on n'arrive pas à passer à ce nouveau cap. Alors, est-ce que c'est une solution de détruire pour reconstruire? Dans l'activité bancaire, en tout cas, je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Elle n'est pas forcément praticable. D'abord parce que les transformations, y compris en termes d'attente des consommateurs, sont des transformations sur le long cours. Et donc, le consommateur continue à attendre de nous de jouer notre rôle de banquier classique. Ça n'est pas pour demain. En Tunisie, qui est notre marché naturel, on va avoir une désaffection des clients par rapport à la fréquentation des agences, par exemple. Les clients continuent aujourd'hui à avoir envie de se déplacer en agence et à faire des opérations dans un cadre physique. Ça prendra un peu plus de temps pour le passage au tout digital. Et donc, casser tout pour recommencer digital, on risque d'avoir raison un peu trop tôt. Et quand on a raison un peu trop tôt, parfois on se trompe. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect aussi, c'est que le métier de banquier est un métier, comme un certain nombre d'autres, fortement réglementé. Et les pure players, ou comment recommencer une activité de zéro, se confrontent quand même à cette exigence réglementaire qui fait qu'il y a un minimum de processus à mettre en place avant de pouvoir opérer. C'est une sorte de protection pour ce métier-là, mais qui le protège un peu des nouveaux entrants qui peuvent venir, comme je disais, disrupter son activité. Et ça rend plus difficile des expériences vraiment from scratch. Je casse une activité existante pour lancer quelque chose de complètement nouveau. Ce que j'aime dans tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que les attentes sont claires. Le digital est devenu l'avantage concurrentiel majeur, que ce soit en termes de coût, parce que si on a un avantage de coût, le digital il permet encore de le maîtriser, que ce soit en termes de métier, de rapidité, d'efficacité à délivrer son produit. Et là, je crois qu'il est essentiel de passer par le digital pour avoir, on va dire, un effet qui est majeur. Parce que sinon, on est dans de l'epsilon, et ceci, bien sûr, ne permet pas de survivre aujourd'hui. Nadim Mahjoub, la voiture intelligente, la voiture Google pour très bientôt, la voiture Apple, il paraît, un iCar qui est aussi dans les fours de Apple. La voiture aussi va être différente, elle va être connectée, d'où une redéfinition du métier complet, en fait, du fabricant de voitures. Il y a des services auxquels on s'attend, qui sont des services après-vente,
On peut dénicher le problème dans son moteur avant qu'il ne survienne, on peut suivre les accidents s'il y en a, on peut aider un petit peu aussi à maîtriser son véhicule, on peut même faire conduire son véhicule par donc, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi un métier qui est en train de changer radicalement. Quelles sont vos attentes par rapport à tout ça? Déjà, en Tunisie, honnêtement, pour être clair, on est très loin parce qu'on n'a pas encore la voiture hybride ni la voiture électrique. Il faut que déjà on commence à changer la législation pour pouvoir les avoir. Et peu d'hybrides en plus. Très peu. Et c'est fantastique hein, d'avoir des voitures qui sont connectées, qui conduisent toutes seules, mais apparemment il y a des problèmes de responsabilité en cas d'accident. Qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur, le programmateur, Apple? Donc pour le moment, il y a un très grand problème lié à la législation. Mais par contre, juste pour revenir à l'activité ici, dans l'entreprise, et pour insister sur l'importance de la refonte vers justement la digitalisation, c'est une réponse immédiate aux besoins du client d'aujourd'hui. On ne peut plus attendre. Donc une entreprise qui se veut proche de ses clients doit passer obligatoirement vers le digital et très rapidement. Bon, pour les voitures, c'est un rêve. C'est toujours un rêve d'avoir des voitures qui circulent avec Google Maps. Donc on espère les avoir, mais pas très bien pour très bientôt. Mais ne sous-estimons pas quand même la capacité de la technologie aujourd'hui quand elle arrive à réaliser des bons, à faire sauter des étapes. Rappelons-nous quand même dans le monde des ordinateurs, que vous connaissez très très bien, il y a eu à une certaine époque les netbooks, mais ils n'ont pas survécu parce qu'il y a eu la tablette rapidement. Donc la tablette a complètement cassé les netbooks. Et les Tunisiens qui n'étaient pas, par exemple, je connais très bien le marché tunisien, qui n'étaient pas très preneurs de netbook, ont parfaitement sauté dans le wagon des tablettes après et des smartphones surdimensionnés, les phablettes. Donc quelque part, la technologie peut faire en sorte que c'est vrai qu'on s'estime loin un petit peu de cet avenir mirifique, idéalisé, mais ça peut arriver comme ça s'il y a une disruption technologique. C'est un terme, un euphémisme que j'utilise aujourd'hui, de disruption qui n'existe pas, ça vient de l'anglais, mais bon, on peut quand même l'utiliser pour donner le sens. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, justement pour les voitures connectées, bon, aujourd'hui déjà on a des voitures qui sont connectées, vous avez votre téléphone qui s'affiche sur l'écran, hein, vous recevez les SMS, vous recevez les emails, vous pouvez répondre de votre écran dans la voiture, donc c'est déjà une étape de franchie, mais par rapport à une voiture totalement connectée et autonome, la législation mondiale n'a pas encore trouvé de solution justement par rapport à la responsabilité en cas d'accident, de décès, qui est responsable. Donc est-ce que c'est le conducteur, le programmateur ou bien c'est Apple? Donc vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est jamais la machine qui est responsable. Ça, on est certain, la responsabilité de la machine, on n'est pas encore arrivé. Et si elle conduit seule à l'engager. Merci beaucoup. On applaudit nos panélistes qui ont été très très instructifs et qui donnent quand même beaucoup d'espoir parce que les DSI dans la salle, ils savent aujourd'hui toute la responsabilité. Non pas qu'ils mettent seulement sur leurs épaules à eux, mais aussi sur les épaules des managers même, parce qu'il est important d'avoir cet échange. Ils sont ouverts à la communication et c'est des mécanismes qui sont déjà installés, imbriqués, même budgétisés, nous dit Mahdi Mahjoub aujourd'hui, pour pouvoir avancer. Et j'estime qu'avec ces conditions-là, on pourra aller très très loin et rapidement. Allez, on passe donc à vos questions dans la salle et il se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'on a déjà un micro dans la salle, s'il vous plaît? Mademoiselle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut emmener le micro dans la salle? Voilà, elle est là, au fond de la salle. Regardez-la, gracieusement. Alors, qui voudrait poser une question pour démarrer? Monsieur? Merci de vous présenter à chaque fois et d'avoir une question courte et précise. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Wissem Miled, je suis le DSI du groupe MyClub.
C'est très bien d'être face à des CEO, d'écouter leur discours. Merci pour votre intervention. La question que j'ai est la suivante. Effectivement, on voit très bien les attentes d'un CEO par rapport à son DSI. Et je pense que les attentes, elles sont toutes les mêmes, quelle que soit l'entreprise. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème justement d'investissement ou de budget mis à disposition du DSI pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On a toujours la sensation d'être un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Ma question est la suivante. Comment est-ce que on peut vous convaincre, monsieur les CEO, de changer cette vision-là vis-à-vis de la DSI en général? Merci. Alors, voilà, ils applaudissent parce que c'est important. Je sais. Voilà, les non-dits sont dits aujourd'hui. Si Chiheb, vous avez parlé de coûts. Si Mahdi d'ailleurs, si vous avez une réponse déjà. Rapide. Vous vous adressez aux mauvaises personnes parce que je pense que les trois personnes qui sont là sont parfaitement conscients de l'importance de DSI. Et si on est là, c'est qu'on est conscient et convaincu du projet et de l'importance de digital dans l'entreprise. Donc, à vous de changer peut-être la façon de voir de votre CEO en parlant avec lui, en lui donnant des exemples. Et avant que le micro ne passe à Chiheb Ahmed, je pense aussi qu'il y a cette capacité à convaincre. Et je pense que si on convainc du risque, parce que le CEO, il est là avec des attentes, avec des projections, s'il est conscient du risque, quelque part, si vous lui mettez la responsabilité sur lui, et je crois qu'il va suivre quand même. Sauf s'il est complètement averse. Au revoir. Je suis désolé. C'est vrai. C'est Chiheb. Merci. Donc, je comprends parfaitement le souci de mon collègue. Moi aussi, j'étais informaticien. Je travaillais donc dans la direction de l'informatique d'une compagnie nationale. Et à chaque fois, je me heurtais à ce souci-là parce que je remarquais effectivement que la direction générale, il y a quelques années bien sûr, se centrait sur l'activité essentielle, sur le cœur du métier. Et à chaque fois que tout allait bien, on se dit que c'est normal puisque c'est de l'informatique. S'il y a un problème, c'est le problème en informatique. De nos jours, les choses ont changé. Nous vivons la mondialisation. Les frontières sont banalisées, pour ne pas dire complètement détruites. Je pense que la digitalisation, ceux qui tourneront le dos à la digitalisation finiront par disparaître. Et si on ne prend pas les choses par nous-mêmes, ferons de telle sorte que nous entamons ce chantier immense, il y aura forcément de l'extérieur ceux qui sont prêts à le faire à notre place. Donc je pense que la mentalité est en train de changer. Et je constate aussi que pas mal de PDG de sociétés sont conscients de l'importance de l'outil informatique et surtout de la digitalisation. Et quelque part, ce genre d'événement, il contribue aussi à passer cette information, à passer cette urgence qu'on avait signalée hier et aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi moyen d'organiser des forums similaires, adressés plus aux CEO qui vont être comme vous dans la salle et vous allez être sur scène pour leur parler et leur dire l'importance de passer à cette transformation digitale. Voilà, on va y penser. Et je vois des têtes qui hochent et qui disent oui, donc j'espère que ce sera le cas. Peut-être un élément supplémentaire sur ce que vous pouvez faire justement pour que les CEO arrêtent d'avoir, quand ils en ont, une approche comptable de la DSI et qu'ils concentrent les investissements nécessaires, qu'ils la considèrent comme un centre de profit. Deux choses pragmatiques. La première, c'est quand on parle de la proximité de la DSI par rapport au métier, une des meilleures manifestations de ça, c'est d'apprendre collectivement à faire des business cases. Quand on fait des business cases, on est capable de prouver qu'un investissement est rentable, qu'un investissement obtient un retour sur une période courte. Et ça, en général, moi je ne connais pas de CEO qui ne soit pas sensible à ce type d'argument. Et pour faire un bon business case, il faut être un ensemble, il faut être à la fois entre les commerciaux, les marketing, les financiers et la DSI elle-même. Le deuxième élément, c'est que nous avons aussi l'attente, et c'est logique, vis-à-vis des DSI, de mobiliser les économies
de mobiliser des économies qui servent à financer partiellement ou intégralement cette transformation digitale. Et on sait que l'économie, c'est possible. Une partie des évolutions technologiques génère des économies. C'est le cas dans les télécoms, c'est le cas dans une grande partie de l'activité de la DSI. Donc, pour être convaincant, il faut aussi que vous soyez capable de mobiliser ces économies, de nous montrer que sur des parties de votre activité, ça coûte de moins en moins cher, parce que si ça coûte de moins en moins cher sur cette partie ancienne, on va dire, de l'activité, avec des gains d'échelle ou des technologies nouvelles plus efficaces, ça permettra de financer la transformation et les nouveaux investissements. Juste un petit rajout ou une idée qui vient donc dans ma tête. Donc si vous avez un grand projet, par exemple, ce qui est la transformation digitale, et s'il y a une réticence de la part du CEO, vous pouvez commencer par un petit module et montrer l'importance. Donc dans un grand programme, donc ne pas présenter un projet en globalité, mais commencer par un petit et montrer l'efficacité de cette opération-là. Et comme ça, le CEO pourra décider d'aller à l'avant et prendre donc l'ensemble de la solution. Elle est passée cette époque où les charges du DSI étaient des coûts parfois non prioritaires. Allez, on ne va pas changer le parc, qu'est-ce que ça va nous rajouter? Aujourd'hui, on parle de besoin avant l'outil. Aujourd'hui, on résout un petit peu le dilemme de l'œuf ou de la poule. La technologie s'efface derrière le besoin que l'on a, et si on arrive à mettre en avant ce besoin-là, je crois que tout le monde, toute l'entreprise devrait bien sûr, au contraire, compter sur le DSI pour la stratégie et la guider vers un meilleur avenir. Alors, une autre question dans la salle? Au fond de la salle. Et après, ici, allez, on va finir là-bas. On va au fond de la salle et on revient à monsieur. Parce qu'il est très galant. Alors, justement, elle est tellement au fond de la salle que je dois faire du remplissage. Donc, je vais remarquer qu'il y en a qui se lèvent, par exemple. Mademoiselle, quand même, qui ne nous donne pas une très bonne impression, elle s'est placée au fond de la salle, sauf si elle est traductrice. Elle est juste à côté de la cabine. Bonjour à vous tous. Je ne suis pas traductrice. Je vais me présenter en fait en tant que maître technologue à l'ISET de Nebel. Je commence par remercier l'équipe organisatrice pour l'accueil, moi et mon équipe. En fait, je suis porteuse du master manager de la transformation digitale. Et je suis là, j'ai plein de choses à dire. Je remercie tous les intervenants. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, le DSI que vous voulez réinventer pour réussir la transformation digitale, moi je dirais que c'est carrément un nouveau métier. C'est un manager qui a des compétences polyvalentes entre les compétences techniques, mais également d'autres compétences, marketing, digital. Il doit, en ressources humaines, digital, RH, il s'y connaît un peu de tout. C'est comme un chef d'orchestre qui doit travailler et commencer par voir le score de maturité de son entreprise. C'est où? Il se situe où? Et la formation, le volet formation des collaborateurs, c'est-à-dire la collaboration également du CIO, doit être très très présente pour réussir la transformation digitale, parce qu'il ne suffit pas de s'engager dans la transformation digitale, et ce n'est pas un choix comme vous l'avez dit. On n'a pas le choix, les entreprises n'ont pas le choix, elles doivent suivre, mais avec une bonne stratégie qui doit démarrer par l'adhésion du CIO, les collaborateurs, ensuite tout le personnel. Et on parle de plus en plus de digital learning, changer la formation et la formation continue pour l'adapter au personnel, c'est-à-dire en fait aux collaborateurs. Et je voudrais une dernière idée. On peut arriver à la question? Voilà, la question c'est que pourquoi vous voulez réinventer le métier de DSI? Pourquoi ne pas engager faire partie de l'équipe un digital native qui va travailler en collaboration avec lui pour engager cette stratégie de
transformation digitale de l'entreprise afin de la réussir. Merci, Voilà, la question est la claire. question. Donc là, quand même, c'est un point important, le point de la formation. C'est vrai qu'il y a cette idée ou même ce besoin de mise à niveau donc de certains DSI existants, parce que la transformation digitale fait qu'ils ont besoin de formation sur le tas pour pouvoir donc, répondre aux nouvelles exigences. Mais il y a aussi la formation des équipes, ou est-ce qu'il y a cette solution de rajouter en attendant des collaborateurs au DSI pour essayer de répondre à cette ombrelle de métiers différents? Il est hors de question de supprimer donc le poste de DSI. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est étoffer les connaissances de DSI, parce que, à mon avis, aujourd'hui, un DSI purement technique ne peut pas jouer ce rôle-là, et quelqu'un qui est très métier ne peut pas. Donc, il faut combiner ces deux compétences-là. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le DSI ne peut pas être séparé du métier. Donc il doit être très proche du métier pour pouvoir jouer son rôle convenablement. Voilà. Très bien. Sibel Ahmed. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que le DSI, parmi ses prérogatives, c'est de s'approcher beaucoup plus du métier. Et je pense que le DSI évolue avec la technologie. Il y a quelques années, la technologie n'était pas évoluée. Donc le besoin qui est manifesté par l'utilisateur n'était pas aussi très exigeant. Mais avec l'évolution technologique, l'appétit vient en mangeant. Donc l'utilisateur devient de plus en plus exigeant. Et comme l'ont dit mes collègues, c'est finalement ce mariage entre le métier, l'expert métier et le DSI. Et la finalité recherchée, c'est faire de telle sorte que les chiffres ou les courbes qui paraissent sur l'écran, et là c'est le métier du DSI, qui lui est appelé à gérer des tonnes et des tonnes de données, à gérer des tonnes et des tonnes de passerelles, des data warehouse, etc., etc. C'est son problème à lui, mais fait de telle sorte que ce qui est affiché sur l'écran reflète exactement ce que l'expert métier ou le responsable métier désire voir pour pouvoir faire la bonne analyse, pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc finalement, c'est une évolution tout à fait naturelle du métier du DSI. En tout cas, dans certaines entreprises, on devient forgeron en forgeant quelque part. Parce que c'est vrai que dans certaines entreprises, le DSI est un peu isolé, il est dans sa mission, on va dire, technique, mais dans d'autres, ce n'est pas le cas. Il a été amené tout simplement à résoudre des problèmes de manière technologique, et donc il connaît très très bien le métier, il est déjà préparé en quelque sorte à cette évolution. Mais sinon, il y a des formations aujourd'hui qui se font. Ça nous fait très plaisir de savoir qu'il y a à Lisette, dans Canable, cette formation sur la transformation digitale. C'est déjà un début. Il y a des MBA spécialisés aussi aujourd'hui dans la transformation digitale, et donc je pense que tout le monde est au courant qu'il y a un vrai besoin de formation de l'existant. Si vous permettez, je prends l'exemple de notre expérience à nous, à Paulina. Je prends l'exemple, par exemple, de l'élevage. Grâce à la transformation digitale, c'est vrai, dès le départ, il y avait cette réticence. Parce que lorsqu'on parle de digitalisation, c'est la transparence. C'est la transparence. Au début, il avait cette réticence. Mais une fois, ils ont découvert l'outil, ils ont découvert le fruit de cette digitalisation. Donc, la capacité a été offerte aux responsables de pouvoir gérer à distance, de pouvoir faire de telle sorte comme s'ils étaient sur place. Et donc, c'est un outil extraordinaire. Et ça, c'est grâce, entre autres, au fait que le DSI s'est approché beaucoup plus du métier, il a compris son souci, et il a fait la transformation qui a été sollicitée. Et même si je viens du monde du management et de la gestion, je vais quand même vous faire cette fleur aujourd'hui. C'est vrai qu'à la tête des entreprises qui réussissent le plus aujourd'hui, on a des ingénieurs. Donc l'ingénieur qui gère aujourd'hui est une réalité. On n'a plus seulement besoin de gestionnaires qui ont des connaissances métiers. C'est complètement inversé à cette nouvelle ère. Allez, une dernière question pour finir, monsieur. Ok, donc je vais être bref. La question, c'est, on a compris depuis les échanges d'hier et d'aujourd'hui essentiellement que la digitalisation, ce n'est plus un nice to have, mais c'est plutôt un must to have.
Donc c'est obligation, un passage obligatoire comme ça a été dit ce matin. La question c'est jusqu'à quand une entreprise, que ce soit publique ou privée, pourrait réussir cette transformation sans qu'il y ait un écosystème qui think digital. Il faut que l'écosystème, les régulateurs, l'État, les clients, les collaborateurs de l'entreprise, tout l'écosystème think digital to be digital. Si ce n'est pas le cas, donc jusqu'à quand on peut réussir cette transformation tout seul, cette percée tout seul pour une entreprise? Merci, la question est claire. Est-ce que l'environnement doit suivre aussi? Doit-on attendre qu'il y ait une volonté de l'ensemble on va dire des intrants, de l'ensemble des collaborateurs pour aller dans ce sens, où on est l'impulsion en fait? Je pense que c'est un peu des deux. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas précéder de trop, comment dire, précéder d'un chemin trop long l'évolution du marché ou des partenaires. Il ne faut pas avoir raison trop tôt sur la question du digital parce qu'on perd du business. Et évidemment, il faut éviter du retard parce que avoir du retard, c'est mettre en jeu la survie même de l'entreprise. Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre l'alignement de tous, des régulateurs, des clients, des partenaires, pour pouvoir passer à des transformations digitales. Il y a des transformations sur lesquelles l'entreprise a la main. Je pense aux transformations du travail interne. On n'a pas parlé trop de collaboratif. Par exemple, dans les modes de fonctionnement interne de l'entreprise, typiquement le travail en collaboratif, c'est quelque chose qui est interne à l'entreprise. Ce sont des décisions qu'on peut prendre rapidement pour rendre le travail plus intéressant, plus fluide, plus productif, plus efficace en interne à l'entreprise. L'automatisation des processus internes, là aussi la partie un peu back-office du fonctionnement de l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise est globalement autonome. Il y a effectivement la partie plutôt exposé, on va dire, vers les clients et vers l'environnement externe, où parfois il y a des exigences réglementaires, où parfois il faut attendre la maturité des clients. C'est vrai qu'on nous dit de temps en temps, vous banquiers, vous parlez aujourd'hui de transformation digitale, alors que nous savons que vous avez une grande partie des clients qui sont même réticents à utiliser la carte bancaire. Donc que dire de la banque à distance ou du mobile banking? C'est vrai que là il faut être au diapason de la maturité du marché ou de la maturité des régulateurs. Il y a un certain nombre de choses que nous voudrions faire aujourd'hui et pour lesquelles la réglementation n'est pas encore tout à fait prête, ou les textes ne sont pas encore diffusés. Donc je dirais que c'est un fine-tuning à trouver entre des domaines dans lesquels l'entreprise peut avancer toute seule et des domaines où il faut effectivement attendre la maturité du marché ou des partenaires externes. Remarquez, auparavant on disait mayonnaise, maintenant on dit fine-tuning, voilà, c'est la transformation digitale. Mehdi, pour finir. Pour finir, donc la transformation digitale, à mon avis, n'est pas obligatoire, mais ça dépend pour qui. Elle est obligatoire pour celui qui, pour une bonne performance, une meilleure performance. Donc si on veut être pas performant, on peut rester dans le stade actuel de gestion, mais si on voudrait être performant, proche de nos clients, avoir toute l'information à temps réel, avoir les tableaux de bord nécessaires, être réactif, tout ça passe par la transformation digitale et c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez être performant ou pas. Voilà. En tout cas, la meilleure opère, ça va venir de toutes les directions. Vous allez faire des efforts, il va y avoir des transformations au niveau des lois, les clients vont devenir plus exigeants, la technologie va évoluer et faire en sorte qu'on est obligé d'être embarqué là-dedans. On est embarqué. Aujourd'hui, il y a un point d'inflexion, la courbe s'inverse et il y a une culture du digital qui s'installe. On ne parle plus aujourd'hui de décision ou de choix, c'est une culture qui s'installe. Merci à nos panélistes, je vous prie de les applaudir. Je rappelle, Simon Belrazeli, directeur général de l'UIB, Simahdi Mahjoub, directeur général de Kia Tunisie, et puis Siheb Ben Ahmed, directeur général de PGH, donc du groupe Poulina. Merci à vous et merci d'avoir été aussi généreux de vos idées. Merci. On les applaudit, ils vont quitter la scène.